Imaginez un ancien animateur radio sans diplôme qui promet de guérir le cancer en injectant, attention, roulement de tambour, un mélange d'alcool et d'eau de pastèque dans les tumeurs de ses patients. Et ce, sans anesthésie. Ça semble totalement irréel, mais c'est pourtant ce qu'il s'est passé dès 1937 dans un hôtel luxueux de l'Arkansas transformé en clinique miracle. Des dizaines de malades remplis d'espoir de trouver la voie de la guérison n'en sont jamais ressortis vivants. Depuis, on raconte qu'un homme rôde encore dans les couloirs de cet hôtel. Une femme raconte même s'être réveillée en pleine nuit, persuadée d'avoir entendu quelqu'un murmurer son prénom juste à côté d'elle. Bienvenue au Crescent Hotel, celui qu'on considère aujourd'hui comme le lieu le plus hanté des États-Unis. À première vue, le château ressemble à une bâtisse tout droit sortie d'un roman. Perché au sommet des montagnes d'Ozarks, le Crescent Hotel domine la petite ville d'Eureka Springs dans l'Arkansas, aux États-Unis. Avec ses tours de pierre, ses balcons en fer forgé et ses grandes fenêtres en arc, le bâtiment domine la vallée depuis plus d'un siècle. Tout commence en 1886. À cette époque, Eureka Springs est en pleine effervescence. Ces sources thermales sont réputées à travers tout le pays pour leurs vertus curatives. On y vient de loin en espérant soigner son arthrite, la tuberculose ou simplement pour fuir l'air pollué des grandes villes industrielles et retrouver un peu de calme et de sérénité. La ville rêve de devenir la nouvelle destination bien-être de référence et d'attirer les clients les plus fortunés de la côte Est. C'est dans ce contexte que naît le projet du Crescent Hotel. Il est soutenu par deux acteurs majeurs. D'abord, la Eureka Springs Improvement Company, une société d'aménagement chargée de développer les infrastructures de la ville, et la Frisco Railroad, une compagnie ferroviaire qui y voit une opportunité d'attirer une clientèle aisée à bord de ses trains. L'ambition est claire. Construire l'un des hôtels les plus prestigieux du pays. Pour mener à bien leur projet, ils font appel à l'un des architectes les plus prometteurs de l'époque, Isaac Spencer Taylor, qui gagnera plus tard en notoriété grâce à ses réalisations pour l'exposition universelle de Saint-Louis. Pour le projet d'Eureka Springs, l'architecte imagine un bâtiment somptueux, à la fois imposant et élégant, qui combine une architecture victorienne classique avec une structure plus avant-gardiste pour l'époque. L'édifice est construit en calcaire local taillé à la main, une matière à la fois esthétique et pratique, mais qui offre une excellente isolation thermique. On y trouve aussi de grandes cheminées de pierre et de vastes vérandas ouvertes sur la forêt. Tout est pensé pour impressionner. Le chantier est colossal et nécessite des dizaines d'ouvriers. L'ouverture officielle du Crescent a lieu le 20 mai 1986 et en grande pompe. Personnalités, investisseurs, journalistes, politiciens, tous assistent à l'événement. L'hôtel est présenté dans la presse comme étant le plus luxueux de l'Ouest américain. On y trouve des salles de bal, des bains privés dans certaines chambres, un luxe rare pour l'époque, une bibliothèque, des salons de lecture, un fumoir pour les messieurs et même des écuries pour les chevaux des voyageurs. Bien sûr, ce raffinement a un prix. Le Crescent n'est pas un hôtel pour les familles de passage. Il s'adresse à une élite, les grands industriels, les notables venus se soigner ou se reposer, et les héritiers en villégiature. Un lieu de prestige réservé uniquement à ceux qui peuvent se l'offrir. Mais comme beaucoup d'hôtels de luxe nés dans l'euphorie de la fin du 19e siècle, le Crescent va rapidement se heurter à une réalité moins brillante que ses dorures. Le tourisme thermal commence à décliner. Les élites qui autrefois prenaient le train pour venir se ressourcer à Eureka Springs préfèrent désormais des structures qui proposent des soins privés ou les plages californiennes. Petit à petit, la clientèle se raréfie et face à l'ampleur des frais d'entretien, l'hôtel ne rapporte plus assez pour rester rentable. 22 ans après son ouverture, l'établissement est contraint de fermer ses portes. Et déjà à cette époque, des rumeurs circulent. Les habitants de la ville évoquent des bruits étranges la nuit en provenance du bâtiment. Certains ont aperçu des lumières derrière les rideaux tirés et même une silhouette descendre les escaliers. L'hôtel désormais abandonné ne semble pas complètement vide. Pourtant, en 1908, le bâtiment rouvre ses portes sous un nouveau nom, le Crescent College and Conservatory for Young Women. Il devient un pensionnat privé réservé aux jeunes filles issues de milieux privilégiés. Elles viennent principalement du Missouri, de l'Arkansas, du Texas et de la Louisiane. Désormais, au Crescent, on enseigne les lettres, la musique, l'art, mais aussi la discipline, les bonnes manières et la morale chrétienne. L'emploi du temps des étudiantes est chargé, les règles sont strictes et les écarts rarement tolérés.
Le pensionnat est rapidement reconnu pour sa discipline, rendue possible aussi par son isolement. En 1924, l'établissement change à nouveau de fonction. Le pensionnat devient une petite université préparatoire, toujours réservée aux jeunes femmes. C'est encore l'élite du Midwest et du Sud qui fréquente les lieux, mais l'enseignement s'adapte à l'époque. En plus des matières traditionnelles, viennent s'ajouter des cours plus pratiques. On enseigne les sciences appliquées, la gestion domestique, la comptabilité et la dactylographie. Les élèves sont préparés à entrer dans la vie active et à tenir un foyer, selon les normes sociales de l'époque. Avec ses 40 ans d'existence, les chambres restent spartiates, mais fonctionnelles. En revanche, le bâtiment, lui, commence à montrer des signes de fatigue. La plomberie vieillit, le chauffage est capricieux et l'entretien est de plus en plus coûteux. Malgré tout, le collège fonctionne pendant 10 ans. Mais au début des années 1930, la crise économique frappe la région. Les inscriptions chutent et 4 ans plus tard, faute de moyens, l'établissement ferme. Une fois de plus, le grand bâtiment de pierre se retrouve vide. Et comme pour sa dernière fermeture, des rumeurs recommencent à circuler. Certains habitants du quartier assurent entendre des bruits étranges, comme si des objets étaient projetés à l'intérieur alors que personne n'y vit. Mais si personne ne s'accorde avec précision sur ce qu'il voit, tous sont unanimes, le lieu n'est pas complètement vide. L'hôtel donne l'impression d'être figé dans le temps, d'attendre qu'un nouvel occupant daigne lui redonner vie. Et justement, cet occupant ne tarde pas à arriver, et il s'appelle Norman Baker. À première vue, il a tout d'un personnage haut en couleur. Un costume lavande impeccable, des cheveux plaqués en arrière et une voix forte. Il a commencé sa carrière comme illusionniste et animateur de radio dans l'Iowa. Il s'est ensuite reconverti dans ce qu'il appelle la médecine alternative. Il se donne d'ailleurs le titre de docteur, sans jamais avoir mis un pied dans une faculté. Il n'a aucun diplôme ni aucune autorisation, pourtant des centaines de personnes le croient. Parce qu'il faut savoir que Norman a quand même un vrai talent, celui de parler aux malades désespérés. Sur les ondes, dans les journaux, il dénonce la médecine traditionnelle et ses médecins pseudo-officiels qui l'accusent de faire partie d'un vaste complot industriel pour cacher la vérité sur le cancer. Parce qu'il le sait, un remède existe et il le connaît. Il crée même sa propre clinique, le Baker Institute, où il prétend soigner cette terrible maladie. Son traitement est révolutionnaire puisqu'il n'a aucune chirurgie, pas de chimiothérapie et le tout sans douleur. Tout est 100% naturel. Sauf qu'évidemment, très vite, les autorités sanitaires de l'Iowa s'en mêlent et le poursuivent pour exercice illégal de la médecine. Norman est contraint de fermer sa clinique et même de quitter l'État. Mais ce n'est pas un homme qu'on évince aussi facilement, et il n'entend pas arrêter là. Il décide de continuer sa quête de guérison ailleurs. C'est à ce moment-là qu'il découvre le Crescent Hotel. Le bâtiment est parfait. Il est grand, il est isolé et donc adapté pour relancer son business. Norman le rachète et transforme l'ancien hôtel en clinique privée sous le nom de Baker Cancer Hospital. Dès son ouverture, les malades venus de tout le pays franchissent les portes de l'établissement, convaincus que ce docteur, pas comme les autres, est leur dernier espoir. Ils paient des sommes énormes pour séjourner dans cette nouvelle clinique, persuadés qu'ils vont guérir grâce à un remède révolutionnaire, le Formula 5. Ce qu'ils ignorent, c'est que derrière la promesse d'une guérison miraculeuse, il n'y a ni remède naturel, ni secret bien gardé. Seulement un homme en costume lavande et une recette douteuse à base d'eau, d'alcool et de carbolique, un acide utilisé comme désinfectant chirurgical très toxique et très corrosif. Le tout agrémenté de quelques extraits de plantes. Évidemment, il n'y a aucune preuve d'efficacité, aucun vrai protocole, mais Baker le vend comme un élixir miracle qui purifie le corps et tue les cellules cancéreuses naturellement. Et je peux vous le dire, si vous n'avez pas envie de vous faire injecter un liquide douteux dans les veines, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne FISA. Je vous raconte des histoires mystérieuses et incroyables chaque semaine. Et nous avons entamé la dernière marche vers ce fameux million d'abonnés. Ce serait sympa de faire partie du club des cools, non? À leur arrivée, les patients sont installés dans les anciennes chambres de l'hôtel, réaménagées en salle de soins. Derrière les rideaux, on administre quotidiennement des injections de cette fameuse Formula 5, directement là où l'on suppose
que se trouvait la tumeur. Les patients les plus malades sont isolés dans leur chambre pendant plusieurs jours. D'autres sont même attachés à leur lit, officiellement pour leur sécurité. En réalité, c'est surtout la façon la plus simple de retenir ceux qui commencent à douter de l'efficacité du traitement et de les empêcher, tout simplement, de parler ou de partir. Personne ne peut vérifier ce qui se passe derrière les portes closes. Norman interdit aux familles de rester trop longtemps, il contrôle le courrier qui arrive et qui sort, et bien sûr, il exige le paiement intégral de sa prestation dès l'admission. L'ancien hôtel de luxe est devenu un véritable piège avec à sa tête un homme convaincu d'avoir raison et des dizaines de patients trop faibles pour fuir. Pourtant, rapidement, des dizaines de pensionnaires décèdent entre les murs du Crescent Hotel. Les premières familles s'inquiètent. Elles ont confié leurs proches à Norman Baker avec l'espoir d'un miracle et reçoivent des cercueils en retour. Des hommes, des femmes et même des enfants. Norman Baker, lui, ne déclare aucun décès sur place. Son hôpital n'est pas reconnu comme une clinique médicale, donc il contourne les obligations. Certains corps sont expédiés aux familles sans autopsie ni certificat et aucune information sur les circonstances de décès. D'autres sont simplement retenus quelques jours à la morgue, le temps de trouver une explication qui tienne à peu près la route. Dans ce cas, les familles reçoivent une lettre signée d'un assistant fantôme et qui explique que malgré tous les efforts pour venir à bout de la maladie, le patient a succombé. Et avec ça, aucune preuve, aucun témoin évidemment, et aucun dossier au nom de ces patients. Sous l'hôtel, au bout d'un escalier étroit et humide, une partie du sous-sol a été réaménagée en morgue. Norman Baker y installe une chambre froide rudimentaire, avec une table métallique pour ce qui s'apparente à des examens, et plusieurs placards où il stocke provisoirement les effets personnels ou les restes humains. Officiellement, ces installations servent à préserver les corps le temps que les familles puissent venir les récupérer. Mais personne ne surveille vraiment ce qui se passe là-dessous, sauf Norman. C'est ici qu'il conserve les corps les plus intéressants, ceux qu'il voulait étudier, disséquer ou exhiber. On raconte même qu'il descendait parfois seul tard dans la nuit pour travailler sur ses formules avec ses bocaux, ses fioles jaunâtres et ses outils de fortune. Beaucoup ont vu ce qu'il s'y passait vraiment. Ils ont entendu les patients pleurer la nuit, ils ont vu des corps descendus à la lueur d'une lampe à huile dans la morgue du sous-sol. Mais Norman veille à étouffer toute rumeur. Il interdit aux employés de parler, et dans une ville comme Eureka Springs, où les notables ont intérêt à ce que la clinique fonctionne, on préfère se taire. Alors au fil des années, l'hôtel devient une zone grise. Ce n'est pas tout à fait une clinique, ni vraiment un hospice. Juste un lieu où les malades entrent par la grande porte et ressortent dans un cercueil sans que personne ne sache ce qui s'est vraiment passé. En 1939, après 2 années de silence, de morts inexpliquées et de promesses mensongères, les autorités finissent par s'intéresser de plus près aux activités de Norman Baker. Mais ce n'est pas pour homicide, ni même pour pratique illégale de la médecine qu'il sera poursuivi. Le seul chef d'accusation retenu contre lui, c'est la fraude postale. Pendant des mois, Norman a inondé le pays de lettres promotionnelles qui vantaient son institut, ses guérisons miraculeuses et sa fameuse Formula 5. Ces courriers adressés à des familles désespérées promettaient la vie à ceux que la médecine traditionnelle condamnait. Et c'est cette correspondance, jugée comme mensongère et commerciale, qui va lui coûter sa liberté. Il est reconnu coupable d'avoir trompé les services postaux et écope de 4 années de prison. Après ça, il ne remettra jamais les pieds à l'hôtel. Il ne sera jamais jugé pour les dizaines de décès survenus sous sa direction et aucune famille ne recevra d'excuses, ni même de reconnaissance du tort causé. Le Crescent Hotel est de nouveau laissé à l'abandon, mais quelque chose a changé, comme si le lieu avait absorbé toute la souffrance, toute la tromperie et toute la peur de ces dernières années. Le bâtiment, vidé de ses patients et de son personnel, reste debout, mais plus personne ne sait vraiment quoi en faire. Il change plusieurs fois de main. Certains tentent de le relancer comme hôtel, d'autres envisagent des projets plus originaux, mais rien ne tient vraiment. Chaque tentative échoue au bout de quelques mois ou de quelques années. Peu à peu, les murs s'abîment, les boiseries se fissurent et l'humidité gagne du terrain. Certaines ailes sont définitivement condamnées puisque jugées trop dangereuses ou inutilisables. Pendant plus de 50 ans, le Crescent Hotel flotte entre 2 mondes. Il est trop chargé d'histoire pour être oublié et trop délabré pour attirer à nouveau. Pendant ce temps, la réputation du lieu continue de grandir, pas pour son charme victorien ou son histoire architecturale, mais pour ses phénomènes étranges. En 1997, un couple décide de tout changer. Elise et Marty Runig, passionnés d'architecture et d'histoire, tombent amoureux du lieu.
Et avec ce bâtiment, les nouveaux propriétaires comprennent qu'ils tiennent là à un lieu unique. Un hôtel historique, rénové dans les règles de l'art, mais habité littéralement par son passé. Leur projet est de redonner au Crescent son éclat victorien d'origine sans effacer ce qui le rend si unique. Ils investissent des millions de dollars dans une rénovation massive. Les façades en pierre sont nettoyées et restaurées à la main, les chambres sont modernisées tout en conservant leur charme d'époque avec leurs moulures, leurs papiers peints et leur mobilier. Les jardins sont ouverts au public et réaménagés comme au 19e siècle. Et dès les premiers mois suivant la réouverture, des événements étranges commencent à se produire. Des clients se plaignent de bruits de pas dans les couloirs au beau milieu de la nuit alors que personne ne s'y trouve. Certains racontent avoir vu des visages dans les miroirs pendant une seconde à peine avant de disparaître. D'autres quittent l'hôtel avant même la fin de leur séjour, sans explication, sans même demander un remboursement. Le personnel repère les zones les plus actives, parmi elles la chambre 218. À l'intérieur, les objets semblent se déplacer seuls et les portes claquent souvent. Dans la chambre 419, une silhouette féminine entre et donne l'impression de faire des va-et-vient dans la pièce, à la recherche de quelque chose. Et à mesure que les témoignages s'accumulent, une évidence s'impose. L'hôtel est hanté. En février 2019, des ouvriers creusent à l'arrière du Crescent Hotel, derrière le jardin, pour aménager une nouvelle terrasse. Et c'est là, en retournant la terre, qu'ils tombent sur un étrange amas de flacons en verre. Au début, personne ne comprend. Les bouteilles sont petites, anciennes, avec des bouchons en liège scellés à la cire, et à l'intérieur, un liquide trouble, parfois jaunâtre, parfois teinté de rouge, et dans certains cas, des morceaux de chair ou des organes partiellement conservés. Les ouvriers alertent immédiatement les responsables de l'hôtel qui contactent les autorités locales. Le Carroll County Sheriff's Office arrive rapidement sur place, accompagné d'anthropologues et de médecins légistes. Au total, ce sont plus de 500 échantillons qui sont exhumés du sol. Parmi eux, des tissus humains, des fragments de peau, des tumeurs, mais aussi des instruments chirurgicaux. Les analyses ADN du contenu des fioles sont formelles. Ce sont bien des restes issus de patients ayant séjourné dans l'établissement à l'époque de Norman. D'après certains historiens, Norman aurait conservé ces échantillons pour prouver l'efficacité de ces traitements, et quand la pression judiciaire est montée en 1939, il aurait tout bonnement enterré toutes ces preuves derrière l'hôtel, à la hâte. Aujourd'hui, ces flacons sont exposés dans une vitrine à l'intérieur même du Crescent Hotel. Avec une histoire pareille, l'hôtel devient un lieu de séjour, mais aussi d'enquête. Les amateurs de phénomènes inexpliqués y viennent depuis les 4 coins du pays. Et peut-être que ce serait une bonne idée que j'y aille moi aussi y faire un tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous avez envie de me voir dans cet hôtel. C'est ainsi qu'en parallèle de la réouverture officielle, Elise et Marty Runig lancent les premiers Ghost Tours menés par des passionnés formés non seulement pour raconter l'histoire du bâtiment, mais aussi pour partager les histoires et les légendes qui entourent l'hôtel. C'est justement ce qui rend l'approche du couple encore plus singulière. Ils assument pleinement la dimension étrange du lieu, plutôt que de chasser les fantômes, ils choisissent de les accueillir à bras ouverts et font de l'étrangeté une force. Chaque soir, des petits groupes se rassemblent dans le hall victorien et pendant presque 1h30, on leur raconte l'époque du pensionnat pour jeunes filles, l'arrivée de Norman Baker et les expériences douteuses. La pièce qui servait de morgue existe toujours et fait d'ailleurs partie intégrante des Ghost Tours. D'après les guides, ce serait même l'un des endroits où l'activité paranormale est la plus intense. Les visiteurs qui ont osé s'aventurer parlent de sensations étranges dès qu'ils ont passé la porte d'entrée. Ils ressentent une pression sur la poitrine, des vertiges et l'impression de ne pas être seuls. Certains racontent avoir vu des ombres bouger dans les coins, d'autres jurent avoir entendu un gémissement venu du sol. Régulièrement, les caméras de certaines équipes s'arrêtent sans raison, les batteries se vident d'un coup, et les guides eux-mêmes, pourtant habitués aux histoires les plus morbides, n'aiment pas y rester seuls trop longtemps. Tout au long du tour, les visiteurs descendent les couloirs, s'arrêtent devant certaines chambres réputées pour être actives et écoutent les histoires de ceux qui habitent encore les lieux. Très vite, les Ghost Tours deviennent l'une des principales attractions de l'hôtel et une véritable institution. L'établissement commence à accueillir des enquêteurs du paranormal, des journalistes, des équipes de télévision et même des clients qui reviennent chaque année pour ressentir quelque chose. Les visiteurs sont nombreux à signaler des déplacements d'objets inexpliqués.
Une brosse à dents posée sur l'évier se retrouve au sol, des vêtements sont déplacés d'une chaise à la valise, des télécommandes ou des téléphones sont retrouvés sous le lit alors qu'ils avaient été laissés sur la table de nuit. Dans la chambre 419, des voyageurs rapportent que leurs affaires ont été rangées. Une touriste raconte avoir laissé sa valise ouverte, posée au sol, mais le matin, elle était refermée, soigneusement posée sur une chaise, comme si quelqu'un l'avait aidée à faire ses bagages pendant la nuit. Il y a aussi ces pas dans les couloirs. Le parquet grince, des bruits d'enfants qui courent se font entendre, mais quand on ouvre la porte, il n'y a personne. Des coups secs, parfois réguliers, sont entendus sur les murs des chambres voisines, même quand elles sont inoccupées. Une famille raconte avoir entendu une berceuse chuchoter suivie d'un éclat de rire juste au pied de leur lit. Un autre client rapporte s'être réveillé en sursaut à 3 heures du matin après avoir entendu 3 coups contre le mur. Il n'a pas dormi le reste de la nuit. Les miroirs sont souvent évoqués dans les témoignages. Beaucoup de touristes avouent y avoir vu quelque chose ou quelqu'un juste derrière eux. Souvent, c'est un visage flou ou une silhouette à peine perceptible qui disparaît en quelques secondes. Une cliente raconte s'être retrouvée paralysée de terreur en voyant une femme debout derrière elle dans le miroir de sa salle de bain. Quand elle s'est retournée, il n'y avait plus personne. Paniquée, elle a quitté l'hôtel le soir même. Les appareils photo aussi enregistrent parfois ce que l'œil ne perçoit pas. Il peut s'agir d'une silhouette en arrière-plan ou d'une ombre là où il n'y avait personne. Une année, un matin de décembre, le personnel découvre que l'arbre de Noël du Crystal Dining Room a été déplacé de 2 bons mètres. Il ne s'est pas renversé, il s'est juste déplacé. Pourtant, aucune alarme ne s'est déclenchée et aucun mouvement n'a été enregistré sur les caméras. Dans les chambres 218 et 419, plusieurs clients parlent d'une main sur l'épaule ou d'une tape dans le dos, comme si quelqu'un essayait d'attirer leur attention, alors qu'ils sont complètement seuls. Et parmi tous ces témoignages, plus étranges les uns que les autres, il y a celui d'un couple, venu visiter le Crescent en 2024. Ils ont déjà fait le Ghost Tour, ils ont arpenté la vieille morgue, ils ont découvert l'aile où les patients hurlants étaient jadis enfermés derrière des murs insonorisés. Mais ce soir-là, ils décident d'y retourner tout seuls. Ils avancent doucement dans le couloir menant à l'aile nord, quand ils tombent sur une femme. Elle bloque le passage, le regard fixe vers l'une des chambres. Elle ne dit pas un mot. Son visage est fermé et l'homme ressent instantanément une énergie froide et méprisante. Inquiet, il insiste pour faire demi-tour. Mais sa femme ne bouge pas. Elle reste figée, là, jusqu'à ce qu'elle voie la tête de la femme pivoter de façon étrange, comme si son cou était cassé et s'était tordu, dans un angle impossible à réaliser humainement parlant. Sur le moment, il croit à une mauvaise rencontre. Peut-être une employée de l'hôtel agacée ou une cliente mal lunée. Alors il décide de redescendre par l'escalier en colimaçon. Et soudain, alors qu'ils arrivent sur les marches, la femme réapparaît, juste devant eux, sortie de nulle part. C'est si soudain qu'il manque de la heurter. Elle bloque leur passage 1 seconde, puis se décale et disparaît. Le couple commence à descendre encore sous le choc. Mais arrivé à mi-chemin, la même femme se matérialise de nouveau. Cette fois-ci, derrière eux. Elle descend très vite, comme pour les poursuivre. Il la voit clairement, le blanc dans son cou, les cheveux bruns relevés. Il s'écarte pour la laisser passer, mais elle ne passe jamais. Elle se dissipe littéralement à leur hauteur. Et entre deux, dès qu'elle disparaît, ils sentent comme un courant d'air froid. Après cet épisode, c'est le silence total, le couple est pris d'une grosse fatigue, ils en sont convaincus. Ce qu'ils ont vu cette nuit-là n'était pas une femme vivante. Pour eux, il s'agit de l'infirmière en chef de l'hôpital, décédée dans des circonstances inexpliquées. C'est une femme décrite comme étant stricte, autoritaire et attachée à l'ordre. On raconte qu'elle range les affaires des clients bruyants et qu'elle peut même les mettre dehors quand ils dérangent. Ils diront que c'est le fantôme le plus puissant qu'ils aient jamais croisé dans ces lieux. Parmi toutes les présences signalées au Crescent Hotel, la plus troublante reste celle de Norman Baker lui-même. L'ancien illusionniste, devenu guérisseur autoproclamé, semble n'avoir jamais quitté les lieux. Des clients l'ont aperçu immobile, vêtu de son habituel costume lavande, dans les couloirs du 2e étage, près de la réception. D'autres l'ont aperçu dans l'ancienne morgue. Il ne fait rien. Il se tient là, droit, les bras croisés, comme s'il surveillait l'endroit. Un visiteur, interviewé par une équipe de l'émission Ghost Tour TV, a raconté « J'étais sorti chercher de la glace vers 22 h. Il y avait un homme au fond du couloir. Je me suis arrêté, il portait un costume clair, comme en soie. Quand j'ai cligné des yeux, il n'était plus là. Mais j'ai senti comme une pression, une vraie tension dans l'air.
D'autres témoignages évoquent des ressentis physiques, une sorte d'oppression dans la poitrine, un vertige ou même une nausée fugace. Ces sensations sont régulièrement signalées dans les chambres 220 à 224, les anciennes zones de traitement à l'époque de l'hôpital. Plusieurs guides rapportent que les détecteurs EMF s'emballent précisément dans ces pièces, sans qu'aucune source électromagnétique ne soit détectée. On entend parfois des pas lents, comme ceux d'un homme en costume marchant avec une canne. Dans une vidéo amateur, publiée en 2017 sur YouTube, on peut entendre un bruit métallique régulier dans un couloir vide, suivi d'un tiroir qui s'ouvre sans explication. Plus troublant encore, certains clients rapportent avoir entendu une voix leur murmurer leur prénom alors qu'ils visitaient la morgue. Aucun autre visiteur n'était derrière eux. Un employé de l'hôtel, interrogé en 2020 par The Haunted Road Strip blog, raconte lui aussi. « J'étais dans la pièce des bocaux, tout seul, et j'ai entendu clairement quelqu'un dire « Marty ». Je suis resté figé, c'est le prénom du propriétaire, mais il n'y avait que moi dans la salle. Certains pensent que Baker reste là par orgueil, comme s'il refusait d'abandonner le rôle qu'il s'était inventé. D'autres imaginent qu'il est piégé dans l'hôtel à cause de ses mensonges et des drames qu'il a laissés derrière lui. Un autre fantôme aurait élu domicile dans le château. Michael. Souvenez-vous, au moment de la construction de l'hôtel, plusieurs équipes d'ouvriers ont été déployées. Parmi eux, une équipe irlandaise dont Michael, un jeune maçon. Il travaillait sur l'installation des cages d'ascenseur. Un jour, il aurait perdu l'équilibre et aurait chuté dans le vide. Il serait mort sur le coup, dans ce puits inachevé. Ce serait dans la chambre 218 que ces manifestations seraient les plus nombreuses, les plus vives et les plus impressionnantes. L'endroit est situé juste au-dessus de l'emplacement supposé de la chute. C'est d'ailleurs celle que les chasseurs de fantômes réclament en priorité. Elle est réservée des mois à l'avance pour ceux qui espèrent vivre une expérience paranormale intense. Beaucoup de visiteurs la demandent volontairement pour assister eux-mêmes au phénomène. Mais tous ne réussissent pas à y passer la nuit entière. Certains parlent d'une sensation de déséquilibre dès qu'ils y entrent, d'un froid soudain au milieu de la pièce ou de la curieuse impression que l'espace est chargé. Une femme raconte s'être réveillée à 3h12 du matin, persuadée qu'on avait murmuré son prénom juste au-dessus de son oreille. Quand elle s'est levée, le miroir de la salle de bain était embué, comme si quelqu'un venait d'y souffler, alors qu'évidemment, elle était la seule occupante. Plusieurs clients ont noté dans le cahier de bord de la chambre, laissé volontairement sur la table de nuit, leurs expériences. Je suis tombée du lit sans raison et pourtant j'étais bien au centre. Quelque chose a tiré ma couverture. J'ai vu une main passer dans le miroir alors que j'étais seule. Ce qui revient le plus, c'est cette sensation de chute au moment de l'endormissement, comme si leur propre corps voulait leur rappeler ce qui est arrivé ici, à cet homme dont ils ignorent tout. Les équipes de tournage venues au Crescent ont elles aussi consacré beaucoup de temps à la chambre 218. Dans un épisode de Ghost Adventures, les enquêteurs enregistrent des pics EMF anormaux juste autour du lit et un gros changement de température dans la salle de bain. Les guides, eux, racontent que Michael n'est pas agressif. Il joue, il teste et il s'en prend surtout à ceux qui se montrent un petit peu trop confiants. Certains médiums l'ont décrit comme une entité coincée dans sa boucle qui revit éternellement le moment où tout a basculé pour lui. Et parmi les figures les plus mentionnées lors des Ghost Tours, un nom revient aussi régulièrement. Theodora. Elle aurait été patiente durant la période de Norman Baker. On ne connaît ni son nom complet, ni son âge, ni même la maladie qu'elle aurait tenté de faire soigner. Mais elle est régulièrement évoquée par les guides, les médiums et certains visiteurs comme une âme stable, presque familière, qui entrait encore aujourd'hui, la chambre 419. On l'y trouverait de temps à autre en train de ranger ses affaires, ajuster ses valises ou fouiller nerveusement dans ses poches, comme si elle avait perdu quelque chose d'important. À leur retour dans la chambre, certains clients disent avoir retrouvé leurs objets déplacés, soigneusement alignés, voire rangés, alors qu'ils étaient partis, en laissant tout en désordre. Theodora serait décrite comme quelqu'un de poli et élégante. Plusieurs témoignages rapportent une sensation de douceur, voire de gratitude. Ils auraient même entendu une voix féminine qui leur murmurait certains mots. Dans le miroir, pas de silhouette inquiétante, juste un léger sourire et l'impression d'être accompagnée, mais jamais menacée. Les EVP captés par certaines équipes ont enregistré des mots comme « excusez-moi », à peine audibles et même des bruits de clés qui s'entrechoquent. Enfin, il y a la fille dans la brume, un surnom né de la façon singulière dont elle apparaît, toujours entourée d'un léger voile. C'est une silhouette qu'on aperçoit souvent en train de courir en silence, même quand elle se déplace sur le gravier. On la voit le plus souvent apparaître derrière une colonne du jardin ou à la lisière des arbres. Ceux qui la remarquent sont souvent les voyageurs qui logent dans les étages.
Certains l'ont vu distinctement et d'autres l'ont remarqué alors qu'ils regardaient leurs photos prises au moment de leur séjour. Parfois, on peut entendre des pas rapides dans les couloirs extérieurs, suivis d'un silence soudain. Certains évoquent aussi un cri bref, étouffé, comme si quelqu'un venait de tomber. Sur certains enregistrements, un murmure a été capté. On y distingue un « ne me laissez pas tomber ». Dans certaines allées du parc, la température chute brutalement, sans explication apparente. Plusieurs visiteurs disent avoir senti une main se refermer sur leurs bras. Pas de manière violente, mais avec insistance, comme un geste de détresse ou une tentative de contact. D'autres racontent avoir aperçu une jeune femme en robe claire qui courait dans la nuit. Sur le moment, ils pensent forcément à une touriste, jusqu'à ce qu'ils remarquent qu'elle ne fait aucun bruit et qu'elle s'évapore. Aujourd'hui, le Crescent Hotel est devenu un établissement haut de gamme, un resort victorien élégant perché sur les hauteurs d'Eureka Springs, avec vue sur les montagnes des Ozarks. On y vient pour le spa, les mariages en plein air, les concerts d'été ou les retraites bien-être. Mais derrière les boiseries vernies et les draps repassés, le passé semble s'être incrusté dans les fondations. Il y a quelque chose dans l'air qui ne s'explique pas. Certains visiteurs réservent chaque année la même chambre, la 218 ou la 419, avec l'espoir de ressentir à nouveau cette sensation étrange qu'ils n'ont jamais oubliée. Et si vous aimez les histoires d'hôtels hantés, allez voir ma vidéo sur le Cecil Hotel et la très étrange disparition d'Elisa Lam. Vous pouvez également retrouver toutes mes vidéos sur Spotify.